Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Vanessa Maslia, qui est vice-présidente marketing et branding chez Vestiaire Collective, la plateforme de seconde main qui vient d'être certifiée B Corp. Notre débat, il portera sur le marketing d'influence. C'est un secteur neuf, c'est un secteur qui se structure notamment sur l'engagement et la RSE. Il faut labelliser, il faut de la certification. Et puis dans Smart Ideas, vous allez découvrir une start-up Arscan pour visualiser des données 3D sans faire exploser son empreinte carbone. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Vanessa Maslia, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes vice-présidente marketing branding chez Vestiaire Collective, plateforme de seconde main. Peut-être il faut présenter l'entreprise. Elle a été créée quand, dans quel but? C'est une entreprise française, européenne? Alors tout à fait, Vestiaire Collective, ça a été créé en 2009 par 6 cofondateurs et nous avons toujours aujourd'hui Fanny Moisan et Sophie Hersan qui sont à la tête de cette entreprise avec Maximilian Bittner, notre CEO. Et l'idée de départ, c'était de se rendre compte que finalement, dans notre garde-robe, on ne porte que 20 à 30% de nos pièces. Ouais. Et l'idée de départ, c'était de dire comment réengager ces pièces dans un contexte circulaire, c'est-à-dire comment faire acheter ou vendre ces garde-robes non utilisées et leur donner une nouvelle vie. Alors l'économie circulaire, la seconde main, depuis la création de Vestiaire Collective, il y a eu une vraie montée en puissance. Vous avez vu arriver de nouveaux concurrents. Comment vous vivez finalement ce qui est en train de se créer, c'est-à-dire cet écosystème? Alors, tout d'abord, déjà, Vestiaire Collective est sur un positionnement particulier parce que nous sommes la première plateforme mondiale de vêtements de luxe. Oui. Donc, c'est un positionnement, c'est vrai, qui reste aujourd'hui assez unique car on a d'abord de l'authentification. C'est très important d'avoir cette fiabilité quand on propose des produits plus haut de gamme. Pas de contrefaçon, ça c'est sûr. Pas de contrefaçon, c'est notre enjeu prioritaire. Tous nos produits sont certifiés et pour certains, nous avons aussi des authentifications particulières, vraiment avec des experts formés qui connaissent par les maisons d'enchères vraiment la valeur des objets. Ensuite, c'est vrai que le point le plus important, c'est que oui, il y a de la concurrence, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous sommes ravis que le mouvement de mode circulaire grandisse. C'est vraiment notre mission de vouloir transformer l'industrie de la mode vers un développement plus durable. Et donc, nous sommes aussi très contents de voir que beaucoup d'initiatives se font. Oui. Alors, vous êtes partenaire des grandes marques de mode, de luxe. On se pose beaucoup de questions. C'est la Fashion Week qui vient de passer par Paris. Est-ce que ça a encore du sens, ces grands rendez-vous mondiaux où tout le monde prend l'avion, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Le bilan carbone, il n'est pas très bon d'une Fashion Week, quoi. Alors, vous posez une très bonne question, Thomas, parce qu'on vient également de monter un programme qu'on appelle Collective for Change, où on essaye de se poser justement les questions avec nos influenceurs, activistes, avec aussi des fondations comme Slow Factory sur ces grandes questions. Et on vient de traiter le point de, finalement, c'est quoi l'avenir de la Fashion Week? Ouais. Nous, le point de départ, c'est qu'effectivement, nous faisons de la mode et donc on a aussi à cœur que la mode de première main continue d'inspirer, c'est certain. En revanche, ce qu'on voit changer très fortement, c'est que ces marques de luxe, comme vous disiez, pendant plusieurs années, ne voyaient pas forcément d'un très bon œil la seconde main. Et aujourd'hui, ils viennent de plus en plus nous voir pour faire des partenariats et nous demander de les aider à vraiment rentrer sur le monde circulaire. Et c'est ce qu'on a fait avec, par exemple, Alexander McQueen. On a vraiment travaillé ensemble, un partenariat de collaboration sur ce sujet. Donc oui, il faut bien sûr que la première main continue de vraiment mettre au cœur ces problématiques de développement durable et nous, que nous apportions ce mouvement circulaire pour pouvoir avoir un impact positif. Quelques chiffres sur Vestiaire Collective, 11 millions de membres dans 80 pays, plus de 500 collaborateurs, 3 millions d'articles disponibles sur la plateforme, 10 000 marques référencées. Et cette certification B Corp, ce label que vous venez d'obtenir, qu'est-ce que ça représente pour vous? Après, on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'il a fallu faire. Alors peut-être juste pour expliquer aux gens ce qu'est B Corp. Oui. Tout d'abord, B Corp, c'est 3 choses.
c'est un label, donc une certification qui va évaluer l'impact environnemental, économique et social d'une entreprise. C'est quelque chose de très sérieux. C'est plus de 300 questions auxquelles il faut répondre et ce sont des questions très approfondies qu'il faut justifier. Donc on passe vraiment au crible tout 5 en fait, dimensions d'une entreprise. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. La deuxième chose aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la certification B Corp, on y reviendra, on l'a obtenue, on est très fiers. Mais c'est aussi un outil de mesure, c'est-à-dire que B Corp propose à toutes les entreprises qui ne veulent pas forcément accéder à la certification de pouvoir évaluer son impact et regarder les points qu'on a dans chacune des dimensions afin de piloter sa feuille de route. Trouver les leviers de progression. Trouver les leviers de progression. Là où on ne sait pas encore répondre, ça veut dire qu'il faut se poser les questions. Là où on a besoin d'engager la direction pour pouvoir avoir un impact. Donc c'est très important. Et enfin, le troisième point, c'est aussi une communauté qui est une communauté d'entreprises inspirantes qui ont cette vocation d'avoir de l'impact. Et c'est par exemple, B Corp, c'est à peu près 4000 entreprises certifiées dans le monde, mais en France, c'est seulement 150 entreprises. Donc on est très fiers d'avoir été la première plateforme de revente et la première licorne aussi de mode à pouvoir avoir cette certification. Oui. Ça a demandé des efforts parce que vous l'avez expliqué, c'est un questionnaire, on répond à des questions, mais est-ce qu'il faut engager déjà une mutation et certaines transitions pour pouvoir l'obtenir, le label? C'est exactement ça. C'est qu'en fait, B Corp, c'est vraiment un projet d'entreprise. Et on a une équipe, effectivement, de développement durable qui a commencé par engager la direction générale. De façon après à engager tout le reste de l'entreprise. Mais il y avait vraiment le besoin d'avoir un changement profond de certaines dimensions pour pouvoir fonctionner. Donc oui, c'est avant tout c'est pas simplement, j'ai envie de dire, une notion marketing, et pourquoi moi je viens du marketing, c'est pas une notion de communication, c'est vraiment aller très en profondeur, regarder au niveau social, diversité, inclusion, au niveau de la gouvernance, qu'est-ce qu'il faut que nos dirigeants fassent pour vraiment aller dans ce niveau-là, et aussi au niveau de l'ensemble de l'environnement et de notre feuille de route pour voir si tout fonctionne bien. La question de la maltraitance animale, il y a une loi qui est en train d'être examinée au Sénat en ce moment. Le patron de Kering, ce week-end, a annoncé sur France 2 qu'il décidait de ne plus vendre du tout de fourrure. C'est quand même une décision majeure. Donc vous, par ricochet, forcément, il y a des vêtements que vous ne verrez plus arriver. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ce choix? Alors, est-ce que vous pourriez dire, nous aussi, on va arrêter de revendre finalement de la fourrure animale? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question qui a été mise au cœur de nos priorités, parce que nos priorités sont d'abord, on va être très clair sur l'empreinte carbone, sur le fait d'obtenir et d'aller vers la neutralité carbone pour 2025. Et on sait qu'on a évidemment, même si on est sur un modèle circulaire, on a aussi beaucoup de routes à faire, si je peux m'exprimer ainsi, sur le transport et sur oui, parce qu'il n'y a pas de modèle sans impact, de toute façon. Exactement. Donc, le but, c'est aussi de regarder là où on peut avoir une action. Bien évidemment aussi, l'inclusion, la diversité, qui sont des sujets au cœur de nos préoccupations. Donc, on les a regardés. Et bien évidemment, on regardera aussi de très près les prochains sujets, celui que vous citez en étant un. Parce que quand un géant comme Kering se lance, on peut imaginer que ça va emporter le secteur. Pour favoriser les bonnes pratiques, vous avez lancé le badge Fashion Activist. C'est quoi? Alors en fait, Fashion Activist, c'est quoi? Pour revenir sur notre modèle en fait, économique, on sait que la seconde main a vraiment aujourd'hui une vraie valeur d'impact positif sur le développement durable. Très simplement, quand on achète un vêtement en seconde main, on prolonge sa vie de 2 ans environ. Et paradoxalement, on sait qu'en termes de production aujourd'hui, une étude d'Hélène MacArthur nous dit qu'on produit 2 fois plus de vêtements qu'on porte 2 fois moins longtemps. Donc, il y a effectivement ici un vrai problème. Avec ce badge Fashion Activist, on a voulu faire quoi? On veut encourager les gens, pas simplement à acheter, parce qu'on pourrait être aussi taxé de surconsommation,
pas simplement à vendre, mais aussi à faire les deux. Donc ce badge, ça veut dire qu'on propose aux gens, s'ils font un achat et une vente dans l'année sur le site, donc vraiment ce comportement de faire les deux, achat et vendre, s'engager vers la circularité, pour nous on les récompense par ce badge Fashion Activist. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter ce label Bicorp de vestiaire collective. On passe à un débat passionnant, qui promet d'être passionnant, sur le marketing d'influence. Les influenceurs, c'est un business qui est en train de se structurer. Les influenceurs, ils sont de plus en plus nombreux évidemment, ils jouent un rôle économique réel, mais sont-ils responsables? Faut-il les contrôler? Voilà le thème du débat avec mes invités. Je vous présente Tiffaine Neveu, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable influence Europe, Afrique, Moyen-Orient pour le Club Med. À vos côtés, Mohamed Mansouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur délégué de la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Le marketing d'influence, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour le Club Med? C'est assez récent. Ouais. On a officialisé le pôle influence au Club Med il y a maintenant 2 ans, parce que l'influence, ça existe depuis quelques années maintenant, merci les plateformes social media, mais il fallait poser un cadrage. On l'opère surtout en France, on est en train de cadrer beaucoup de choses, entre autres suite à notre implication au sein de la RPP, mais c'est un cadrage qui est global, c'est tant sur... je dirais le volet juridique, le volet fiscal, mais aussi déontologique, éthique. Ça va aussi sur la manière dont on perçoit et dont on va segmenter les profils. Donc tout ça, ça n'existait pas. Les objectifs que vous aviez auparavant, et là je parle d'il y a 2-3 ans, c'était très axé sur la visibilité. On parlait de reach. Tant qu'on avait un profil qui avait des centaines de milliers, voire même le million de followers, on allait dessus. Aujourd'hui, on est aussi capable de faire du business. Donc on va plus porter, je dirais, une considération sur l'audience. Qui est-elle? Est-elle dans ma cible? Qu'est-ce que je peux faire avec cette audience? Est-ce qu'elle est rentable? Et dans ce cas-là, voilà, on amène un nouveau schéma et un nouveau cadrage qui vient donner sens en fait à toutes ces démarches. Et vous avez un exemple d'opération récente qui était vraiment destinée à encadrer et intégrer les influenceurs, des influenceurs? On en a plusieurs, parce qu'en fait, au Club Med, la segmentation nous permet d'avoir des profils qui sont des créateurs de contenu. Donc, on va travailler avec eux pour qu'ils nous fassent différents contenus sur la base d'un brief créatif. Et on a ceux qu'on appelle des KOL, des Key Opinion Leaders. Donc, c'est des leaders d'opinion. Vous en êtes un. On en a aussi beaucoup dans le B2B. Ceux-là ont plus vocation à nous aider sur un objectif business. Donc, en fait, recruter des nouveaux clients. Donc, en fonction de l'opération qu'on va avoir, la plus récente que j'ai, c'est de la création de contenu. On a ouvert un nouveau resort aux Seychelles. Et on a accompagné une famille d'influenceurs pour que sur place, ils nous créent du contenu incarné en famille dans le resort et qu'on puisse le récupérer dans un temps d'eux et le diffuser sur l'ensemble de nos plateformes social media. Et vous avez aussi des grosses opérations où on envoie en effet plusieurs influenceurs et le but étant d'avoir une couverture médiatique et d'informer nos potentiels clients qu'il y a ce resort-là et qui sont les bienvenus passer des vacances à nos côtés. Alors, la mission de la RPP, œuvrer en faveur d'une publicité loyale, véridique, saine et respectueuse. Est-ce que ça a été compliqué d'appliquer ces principes finalement au marketing d'influence? Eh bien, comme vous le savez, donc, la RPP est une émanation de la profession publicitaire. On va retrouver donc les marques, dont Club Med fait partie, les agences, et aussi les médias, et aussi tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris les plateformes. Et c'était en 2017 où la profession s'est réunie à l'ARP en souhaitant adopter des bonnes pratiques de transparence et de loyauté applicables au marketing d'influence. Et c'est là où ces règles liées donc à l'identification du caractère publicitaire, qui est finalement un principe fondamental. On identifie la publicité comme telle pour la distinguer d'autres types de contenus, éditoriaux, tout ça. Ils ont souhaité donc donner les clés de compréhension, d'application de cette règle en justement posant donc les bases d'une transparence dans le marketing d'influence. Avec la création notamment d'une plateforme d'analyse des médias sociaux, c'est ça? C'est ça. On a fait beaucoup au préalable de pédagogie sur cette règle auprès des marques, des agences. Après avoir établi toutes ces séances de formation, d'information, de sensibilisation à la règle, la profession a souhaité mesurer le degré de conformité de cette règle, en fait, du respect de cette règle. Et c'est là où on s'est appuyé sur de l'intelligence artificielle, en fait. Donc on s'est adossé à des plateformes
technologiques qui elles-mêmes déjà opèrent à grande échelle la relation marque-influenceur. Et on a co-construit avec ces partenaires des algorithmes qui identifient des contenus du texte à teneur commerciale. Par exemple, merci à nom de la marque, j'ai été invité par... Et tout ça, ça représentait 30 000 contenus qui nous ont été remontés automatiquement sur l'année 2020 et que nos juristes donc, ont analysé. Alors on peut prendre des cas d'école parce que vous avez des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques. On a d'ailleurs des images pour les illustrer. Alors on commence, je crois, par les bonnes. Joséphine, qui est la productrice de l'émission, il faut que tu me donnes une clé. Donc voilà, une première. Alors vous la voyez ici sur cet écran. Un premier exemple. Alors voilà exactement ce que bonne prévoit. Pratique. Tout à fait, bonne pratique. Ce que prévoit la règle, c'est effectivement une identification explicite et instantanée. Et on considérera donc que le recours aux fonctionnalités prévues par les plateformes. En face, comme donc, ça vous êtes face caméra. Super, donc que finalement les fonctionnalités prévues par les plateformes, ici partenariat rémunéré avec Moulinex France, donc fonctionnalité qui a été prévue par Instagram pour permettre une identification explicite et instantanée, remplit parfaitement cette obligation de transparence justement. Alors on va voir une mauvaise pratique, j'espère que vous allez me suivre en régie, parce qu'il faut qu'on avance un peu, donc un mauvais exemple. Alors là, c'est typiquement le recours à des termes étrangers comme ad. On a le hashtag ad. Alors effectivement, quand on travaille dans la communication, les médias, on sait peut-être effectivement que ad veut dire publicité, mais pour le consommateur dit d'attention moyenne, ad ne veut pas dire grand-chose et donc du coup, le recours à ce mot dièse en français, hashtag, eh bien, n'est pas suffisamment explicite comme le prévoit la règle en fait. D'accord. Vous avez choisi au CumMed d'être présent au comité de suivi de cette plateforme. Pourquoi c'est important pour vous ? Parce que très honnêtement, on écrit aussi la suite. C'est un nouveau métier. Typiquement, moi, mon poste, c'est très nouveau, surtout chez les annonceurs. Ça se construit petit à petit. C'est très important pour nous, pour Club Med, d'autant plus que la valorisation des produits que l'on met à disposition des influenceurs, elle est quand même conséquente comparée à d'autres industries. On se doit d'avoir un cadrage, d'avoir des équipes qui sont dans cette déontologie. Et plus globalement, au Club Med, l'équipe RSE et l'éthique, ça fait partie aussi de l'ADN. Donc c'était aussi important qu'à ce niveau-là, on considère l'audience finale. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, même si effectivement c'est un levier de publicité récent, de dire on arrête avec tel influenceur parce que finalement le message n'est pas suffisamment clair, on s'est biaisé, on est en train de tromper nos clients? Alors on est honnêtement à chaque fois en test and learn avec beaucoup, donc c'est-à-dire qu'on va tester des choses. Si on sent que ça ne passe pas ou qu'on n'est pas à l'aise, on est capable d'arrêter une collaboration. Tout comme même avec un influenceur, pardon de vous interrompre, même avec quelqu'un qui effectivement pèse très lourd, quoi. Ah mais bien sûr. Alors en fait, on n'a pas d'agence pour le moment au Club Med. On n'en veut pas parce qu'on veut garder le lien avec les influenceurs. On les rencontre, on prend des petits déjeuners avec eux, on fait connaissance avec eux, et on arrive à comprendre et à cerner beaucoup de choses. Et c'est là la force de l'humain, peut-être plus que la partie digitale. Donc on arrive à anticiper certaines sorties de route. Et donc c'est ça aussi le point, c'est que demain, on se doit d'être bon, mais par contre, si on sent que ça ne va pas le faire, le client final est la priorité, donc on arrête. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Enfin, c'est très clair, peu importe le million, etc. C'est considération de mon client et surtout des consommateurs finaux. Les mauvais comportements, Mohamed Mansouri, ils viennent plutôt d'une multitude de petits influenceurs, ou alors il y a aussi des influenceurs qui ont des millions et des millions de followers et qui font un peu n'importe quoi. Alors c'est un des enseignements de l'Observatoire, effectivement, sur la règle de transparence, le fait de dévoiler l'intention commerciale. Effectivement, la grosse part des manquements est davantage le fait de petits influenceurs, moins de 10 000 abonnés. Effectivement, chez ces influenceurs, on a constaté que près de 43% des communications commerciales n'étaient pas identifiées comme telles. De là, on en a tiré un enseignement qui est un enjeu pédagogique en fait. Parce que finalement, plus l'influenceur est gros, et plus il a une forte communauté, par exemple typiquement chez les plus de 1 million d'abonnés, le taux de manquement descend à 12%. On a tiré comme enseignement que finalement, plus on se professionnalise, plus on connaît la règle. Donc il y a un vrai enjeu pédagogique, et c'est donc une des raisons pour lesquelles en fait, le certificat d'influence responsable, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, a été lancé. Oui, parce que effectivement, notre observatoire, il y a ce chiffre qu'on a trouvé qui correspond à ce que vous venez de dire. Plus d'un quart des influenceurs cachent leurs partenaires commerciaux. Ça, c'est absolument. C'est quand même, c'est beaucoup, plus d'un quart. Donc ça veut dire qu'il y a soit une mauvaise intention, soit une mauvaise information, et que la pédagogie est importante. Et puis alors peut-être cet autre chiffre sur ce que ça représente, le marché mondial du marketing d'influence. Il a été estimé l'an dernier à près de 10 milliards de dollars quand même, 9,7 milliards de dollars. Et
j'imagine que c'est encore en train de monter en flèche. Oui, tout à fait. C'est un enjeu effectivement pour les marques que de recourir au marketing d'influence, qui est un vrai levier effectivement de performance et de visibilité. Alors donc vous vouliez parler du certificat. Oui, alors c'est quoi ce certificat ? La réponse, effectivement, face à ce constat, finalement, on a effectivement trois quarts des contenus qui sont identifiés comme tels. Et cet enjeu pédagogique, ce qu'ont souhaité les professionnels, c'est de lancer cette démarche de certification, le certificat de l'influence responsable, dont le premier objectif est finalement de former, de sensibiliser les influenceurs au cadre légal et éthique, leur permettre de se différencier auprès de leurs audiences, de mieux maîtriser ce cadre, mais aussi auprès des marques. Comme vous venez de le signaler, effectivement, il y a un enjeu aussi pour les marques de brand safety, de s'assurer de collaborer avec des influenceurs qui maîtrisent un socle de règles. Donc, oui, parce qu'il peut y avoir un effet boomerang, évidemment, pour une marque. Mais alors, je retourne l'argument. Est-ce qu'un influenceur qui dit « je fais de la pub », est-ce qu'il perd de son influence auprès de ceux qui le suivent ? C'est un peu le point de bascule encore aujourd'hui, et j'espère qu'on arrivera à aller du bon côté. C'est qu'il y a beaucoup dans l'écosystème des consommateurs, encore, même si c'est à la marge, beaucoup de gens qui se disent, quand on voit ads, donc maintenant sponsorisé en partenariat avec, du coup, il essaie de me vendre quelque chose. On y perçoit une intention pas très saine. Alors qu'à l'inverse, nous, on a envie de dire justement, prenez ça c'est un bon point, ça veut dire qu'on vous considère, c'est pas une arnaque, on vous cache rien. Alors oui, il y en a qui le cachent encore aujourd'hui pour essayer de gagner en authenticité, alors que ça ne l'est pas. Donc en fait, on essaie juste de simplifier, mais afficher vos collaborations, et en fait, tout le monde sera sur un pied d'équilibre, et on trompe personne. Le marketing d'influence, c'est censé être sain. Il n'y a pas de... Oui, mais le point de départ, quand même, c'était de se dire, je vais chercher le retour d'expérience d'un monsieur ou madame lambda et qui me dit c'est bien ou c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir du moment où on est rétribué, forcément, le regard est un peu différent. Alors oui et non. Alors après, je parle uniquement au nom du Club Med. Oui, quand on envoie des influenceurs dans un resort Club Med, évidemment, ils sont rémunérés. Et évidemment, on leur dit vivez l'expérience. Nous, on fait des briefs qui sont très simples. C'est vivez l'expérience. Il y a 2-3 enjeux à mettre en avant, la famille, les expériences sportives, etc. Le reste, en fait, vivez l'expérience, mais de vos propres centres d'intérêt, comme vous la partageriez si vous n'étiez pas rémunéré. Évidemment, ils vont mettre en avant que ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ils vont rarement en parler. Néanmoins, ils vont nous en parler à nous. Mais par contre, ils ne vont pas surjouer quelque chose qui n'a pas la valeur qu'ils n'auraient pas partagé d'eux-mêmes sans être rémunérés. Donc, il y a quelque chose de très transparent. Ouais. Il y avait urgence à cadrer. Dernier mot, il nous reste 30 secondes. Tout à fait, dans la mesure où, effectivement, le fait d'être transparent renforce le lien de confiance qu'on peut avoir avec les audiences. Il y avait urgence, effectivement, pour rebondir, mais il y avait urgence, effectivement, à intervenir dans la mesure où, clairement, les mauvaises pratiques nuisent à l'image du secteur tout entier. Et très vite, la profession a souhaité permettre, justement, à la fois un rayonnement des règles déontologiques, règles légales auprès des influenceurs, et surtout pour préserver le marketing d'influence éthique et responsable des dérives qu'on a pu malheureusement constater récemment, effectivement. Et on peut terminer par un cocorico, puisque la France est quand même pionnière, ou en tout cas à la pointe de cette démarche pour créer une influence responsable. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, on va parler 3D streaming, 3D avec mon invité. Bonjour Jean-Gabriel Grivet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le président d'Arscan, créé fin 2016. C'était quoi l'idée de départ ? C'était afficher la réalité comme un jeu vidéo. D'accord. Voilà, rendre accessible des univers physiques, réels, comme un jeu vidéo. Et je voyais mes neveux qui jouaient avec des jeux vidéo avec une fluidité extraordinaire. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas avoir la même chose pour les musées ? Donc voilà quelle était l'idée de départ. Ok. Et donc, quelles innovations vous avez mis en œuvre pour proposer là, ce que vous proposez ? C'est-à-dire un système qui nous permet de faire du streaming 3D sans être totalement énergivore. Tout à fait. Donc, on est parti en fait d'un constat qu'on n'arrivait pas techniquement à faire passer de la 3D sur du web. C'était quasiment incompatible. Donc, moi, j'avais ma problématique marché qui était de dire je veux faire visualiser des choses complexes en 3D, puisque le monde aujourd'hui est que en 3D. Et du coup, j'ai de la problématique, j'ai sourcé une technologie auprès d'un laboratoire du CNRS. Et c'est une technologie de pointe, vraiment totalement disruptive, qu'on a
implémenté chez Arscan et qu'on a transformé en algorithme pour pouvoir le rendre accessible au monde industriel, qui était d'abord les musées. Et puis on s'est vite rendu compte que ça n'intéressait pas que les musées, que ça intéressait tout type de marché, tout type de segment de marché. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de développer des briques technologiques de visualisation de données 3D massives sur le web et en mobilité, sans aucune contrainte de bande passante et de serveur externe. Alors, c'est peut-être trop technique la réponse, mais comment ça marche? Alors, je vais vulgariser. Possible. Je vais vraiment vulgariser. Je sais que mon directeur technique, il va me voir et il va crier parce que c'est pas vraiment comme ça. En fait, on prend la donnée 3D et on la déconstruit. Comme une orange, on l'appelle couche par couche, on la déconstruit totalement. Et à chaque phase de déconstruction de l'objet 3D, on le transforme en formule mathématique. Et cette formule mathématique, on le transforme dans un point qui est le P3DW, comme le MP3 à la musique, comme le MP4 à la vidéo, comme le GSM à la téléphonie. Et ce fichier P3DW, qui est ultra léger, on l'envoie par Internet, donc ça prend pas de place, on l'envoie une seule fois. Vous le réceptionnez, vous, sur votre terminal client, qui peut être un portable, un ordinateur ou une tablette, et on inverse la formule mathématique et on reconstruit sur le téléphone du client, de mémoire, couche par couche, on reconstruit le fichier 3D. Passionnant et super bien expliqué, j'ai tout compris. Ça permet de faire, si on essaye d'évaluer ce que le streaming 3D représente en termes d'impact carbone et d'impact environnemental. Alors c'est monstrueux. Ouais. Déjà, je vous disais que le monde était 3D. Et le jeu vidéo est 3D, la réalité virtuelle est 3D, réalité augmentée, le BIM, les maquettes, le jumeau numérique, c'est que de la 3D. Et c'est en train d'exploser. Le marché explose totalement et la vraie vie est en 3D. Et on parle maintenant de maquettes, de jumeaux numériques 3D, de la Terre entière. Ouais. Et c'est énorme, donc je vais prendre qu'un exemple, l'exemple de la réalité virtuelle. Il y a aujourd'hui à peu près 6 millions d'utilisateurs et c'est en train d'exploser, c'est vraiment exponentiel. C'est 6 millions d'utilisateurs en VR, ça représente 12 milliards de kilogrammes de CO2 rejetés dans l'atmosphère. 150 milliards par an, et c'est en train d'exploser, et c'est que la réalité virtuelle. Alors imaginez pour tout le reste, sur des marchés qui vont peser des milliards et des milliards. Et le système qu'Arscan propose, il permet d'économiser quelle part? C'est radical, puisque nous, on envoie la donnée 3D, alors que le streaming l'envoie en permanence. Toutes les secondes, le streaming 3D envoie de la donnée 3D. Nous, on l'envoie en une seule fois. Et il n'y a plus du tout de connexion. Donc, du coup, il n'y a plus de serveurs externes qui tournent, il n'y a plus de bandes passantes qui sont utilisées. Donc, c'est particulièrement économique. Donc, on va pouvoir populariser l'usage de la 3D en mobilité. Et en plus, c'est totalement écologique et on va économiser. Par rapport à ce qu'on a fait, nous, en benchmark technologique, on économise 98% de CO2 rejeté dans l'atmosphère. 98%. Alors ça, à ce stade, c'est nous qui le disons. Mais ça n'empêche qu'on vient de remporter un appel à projet gouvernemental qui est notre projet LIVE, qui est Low Impact sur la visualisation 3D. Donc ça, c'est nous qui le disons. On a eu une reconnaissance du gouvernement. On est en train d'aller beaucoup plus loin parce qu'on veut avoir une vraie labellisation Green Tech Innovation et on veut même aller jusqu'à l'ISO pour que ça soit une reconnaissance totale qu'on peut amener vraiment une énorme économie. D'ailleurs, vous avez remporté le programme Scale Up Excellence de la French Tech. Bravo. C'est quoi pour vous, en terminer là-dessus? C'est un accélérateur de croissance? Oui, c'est une super visibilité, c'est une très belle reconnaissance. Et Scale Up Excellence, c'est le vivier des scale-up, start-up, scale-up qui vont devenir demain pépites et qui vont traîner l'économie française dans le monde parce qu'on a un véritable impact mondial en fait. Merci beaucoup. Bon vent à Arscan et à cette technologie qui ouvre énormément de perspectives. Voilà la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production, à la programmation avec Carla Perruchon aujourd'hui avec elle, Romain Luc à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. Salut à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes de Bismart.